Le train siffla dans la nuit brumeuse de novembre 1962, déchirant le silence de la campagne française endormie. C'était l'express de minuit, celui qui reliait Paris à Marseille, en passant par des dizaines de petites gares oubliées le long de sa route. À bord, dans le wagon de première classe numéro 7, une femme venait de mourir. Pas de maladie, pas d'accident, assassinée, poignardée avec précision entre deux arrêts, pendant que le train traversait un tunnel de 3 kilomètres où tout était devenu noir comme l'encre. Quand les lumières étaient revenues, elle était déjà morte, affaissée contre la fenêtre, les yeux encore ouverts fixant l'obscurité au-delà de la vitre. Et le meurtrier était toujours à bord, quelque part parmi les 23 passagers qui partageaient ce voyage nocturne vers le sud. Le contrôleur qui découvrit le corps, Marcel Fontaine, un homme de 50 ans qui travaillait pour les chemins de fer depuis 30 ans, n'avait jamais vu pareille chose. Ses mains tremblaient en actionnant le signal d'urgence. La victime s'appelait Elisabeth Moreau. Elle avait 42 ans, voyageait seule et selon son billet, elle se rendait à Nice. Elle portait un tailleur gris élégant, des perles autour du cou, et tenait encore dans sa main gauche un livre qu'elle lisait avant sa mort, Les Misérables, de Victor Hugo, ouvert à la page 347. Son sac à main en cuir était posé sur le siège à côté d'elle, apparemment intact. Rien ne semblait avoir été volé. Dans son compartiment privé, tout était en ordre. Pas de signe de lutte, pas de désordre. Juste Elisabeth, morte, avec une petite tache de sang sur sa blouse blanche à peine visible, comme si le meurtrier avait voulu que sa mort passe inaperçue le plus longtemps possible. Le train s'arrêta en catastrophe à la petite gare de Fontaine-les-Bois, un village de 800 âmes perdu dans la Bourgogne profonde. C'était 2 heures du matin. Le chef de gare, réveillé par le signal d'urgence, appela immédiatement la gendarmerie de Beaune à 20 kilomètres de là. En attendant l'arrivée des autorités, tous les passagers furent rassemblés dans le wagon-restaurant, gardé par le contrôleur et 2 autres employés du train. Personne ne pouvait partir. Le meurtrier était forcément parmi eux. L'inspecteur Paul Blanchard arriva à 3 heures du matin, accompagné de 2 gendarmes et du médecin légiste local, le docteur Arnaud. Blanchard était un homme mince d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et des yeux gris perçants qui ne manquaient à rien. Il avait la réputation d'être le meilleur enquêteur de la région, méthodique et implacable. Cette nuit-là, emmitouflé dans son manteau de laine contre le froid mordant de novembre, il monta dans le train avec la certitude qu'avant l'aube, il aurait identifié le coupable. Le docteur Arnaud examina le corps d'Elisabeth dans son compartiment pendant que Blanchard observait attentivement. « Mort par coup de couteau au cœur », déclara le médecin. « Très précis, très professionnel. Un seul coup, entre les côtes, directement dans le ventricule gauche. La mort a été presque instantanée. Elle n'a probablement pas eu le temps de crier. »« L'arme » demanda Blanchard. « Un couteau à lame fine, probablement un stylet ou un poignard. La plaie mesure environ 2 cm de large et 8 cm de profondeur. » Heure de la mort ? D'après la température du corps et la rigidité cadavérique, je dirais entre minuit et 1 heure du matin, probablement plus proche de minuit. Blanchard consulta sa montre. 3h15. Elisabeth était morte depuis environ 3 heures. Il se tourna vers le contrôleur Fontaine, qui attendait nerveusement dans le couloir. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé ce soir. » Fontaine s'éclaircit la gorge. Le train a quitté Paris à 22 heures pile, comme prévu. Madame Moreau est montée à la gare de Lyon. Elle avait réservé un compartiment privé de première classe. Je l'ai aidée à monter ses bagages, une seule valise, pas très lourde. Elle semblait calme, normale. Continuez. À minuit moins le quart, nous sommes entrés dans le tunnel de Saulieu. C'est un long tunnel, 3 kilomètres. Les lumières du train s'éteignent toujours pendant quelques secondes quand nous y entrons. C'est un problème électrique que nous n'avons jamais réussi à résoudre. Ça ne dure jamais plus de 10 secondes avant que le générateur de secours ne se déclenche. Et cette nuit ? Cette nuit, les lumières sont restées éteintes pendant presque 1 minute. C'était inhabituel. Quand elles sont revenues, j'ai fait ma ronde habituelle pour vérifier que tout allait bien. C'est là que j'ai trouvé Madame Moreau. Vous êtes sûr qu'elle était déjà morte quand vous l'avez trouvée? Absolument certain. Ses yeux étaient ouverts mais fixes. Il n'y avait aucun pouls. J'ai immédiatement actionné le signal d'urgence. Qui d'autre était dans le wagon de première classe? Fontaine sortit son carnet. 7 compartiments occupés, dont celui de Madame Moreau,
6 autres passagers, Monsieur Alphonse Dubois, un homme d'affaires d'une 60aine d'années se rendant à Lyon. Madame et Monsieur Girard, un couple dans la 50aine en route pour Avignon. Mademoiselle Sophie Laurent, une jeune femme d'environ 25 ans, destination Marseille. Monsieur Thomas Bernard, un homme d'affaires dans la 30aine, allant à Nice. Et le père Jacques Morel, un prêtre d'une 40aine d'années, se rendant à Toulon. Quelqu'un d'autre avait accès à ce wagon? Seulement moi et mon collègue Pierre, qui s'occupe du wagon-restaurant. Mais Pierre était occupé à servir des passagers de 2e classe au moment du meurtre. Blanchard hocha pensivement la tête. 7 compartiments, 6 suspects possibles. L'un d'entre eux était un meurtrier. Je veux interroger chaque passager individuellement. Commençons par celui qui était le plus proche du compartiment de Madame Moreau. Ce serait Mademoiselle Laurent. Son compartiment est juste à côté. Sophie Laurent était une jeune femme élégante, avec des cheveux bruns coupés à la mode, portant un ensemble de voyage bleu marine. Elle semblait nerveuse, mais contrôlée quand Blanchard l'interrogea dans le compartiment vide, utilisé comme salle d'interrogatoire temporaire. « Mademoiselle Laurent, depuis combien de temps connaissez-vous Elisabeth Moreau ?»« Je ne la connaissais pas du tout, » répondit Sophie, surprise. « C'est la première fois que je la voyais. »« Vraiment ? Vous voyagiez dans des compartiments adjacents, mais vous ne vous êtes jamais parlé. Nous nous sommes croisés brièvement dans le couloir quand je suis monté à bord. Nous avons échangé un sourire poli, rien de plus. Où étiez-vous entre minuit moins le quart et minuit ? Dans mon compartiment, en train de lire. J'essayais de dormir, mais je n'y arrivais pas. Avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel? Des voix, des bruits de lutte? Non, rien. Le train est bruyant, vous savez. Difficile d'entendre quoi que ce soit avec le bruit des roues sur les rails. Quand les lumières se sont éteintes dans le tunnel, qu'avez-vous fait? Sophie hésita légèrement. J'ai attendu qu'elle revienne. C'était déstabilisant, être dans le noir complet comme ça. Êtes-vous sorti de votre compartiment pendant cette minute d'obscurité? Non, bien sûr que non. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est juste une question, mademoiselle. Pourquoi vous rendez-vous à Marseille? Pour des raisons personnelles. Je vais rendre visite à une amie. Le nom de cette amie? Catherine Dubois. Elle habite rue de la République. Blanchard prit note. Vous travaillez, mademoiselle Laurent? Je suis secrétaire dans une maison d'édition à Paris, édition Gallimard. L'interrogatoire continua pendant encore 20 minutes, mais Sophie Laurent ne révéla rien de suspect. Soit elle était innocente, soit elle était une excellente actrice. Le suspect suivant fut Alphonse Dubois, l'homme d'affaires. C'était un homme corpulent avec une moustache grise et un costume coûteux. Il transpirait malgré le froid, tamponnant constamment son front avec un mouchoir. « Monsieur Dubois, quelle est la nature de vos affaires? »« Je suis dans l'import-export, textile principalement. J'ai des affaires à Lyon. »« Connaissiez-vous Elisabeth Moreau ?» Dubois hésita juste une fraction de seconde trop longtemps. « Non, je ne la connaissais pas. » Blanchard le nota mentalement. « Vous êtes sûr? Vous n'avez jamais eu de transaction d'affaires avec elle? »« Je ne crois pas. Le nom ne me dit rien. »« Où étiez-vous au moment du meurtre? »« Dans mon compartiment, révisant quelques documents pour ma réunion de demain matin. »« Quelqu'un peut confirmer cela? »« Non, j'étais seul. Avez-vous quitté votre compartiment à un moment donné? »« Seulement pour aller aux toilettes, vers 23h30. »« Pas pendant le passage dans le tunnel? »« Non, comme je vous l'ai dit, j'étais dans mon compartiment. » Blanchard continua à interroger Dubois, mais l'homme restait sur ses positions. Cependant, Blanchard avait détecté quelque chose, une nervosité qui dépassait la simple inquiétude d'être interrogé pour un meurtre. Dubois cachait quelque chose. Les interrogatoires se poursuivirent. Le couple Girard, Henri et Marie, semblaient être des gens ordinaires en voyage pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage. Ils avaient un alibi mutuel, ayant passé la soirée ensemble dans leur compartiment. Le père Jacques Morel, un prêtre austère avec des yeux profonds et une voix douce, affirma avoir prié dans son compartiment au moment du meurtre. Thomas Bernard, le jeune homme d'affaires, déclara avoir travaillé sur son ordinateur portable, une nouveauté à l'époque. Mais c'est en fouillant les bagages et les compartiments que Blanchard fit sa première découverte significative. Dans le sac à main d'Elisabeth Moreau, soigneusement caché dans une poche intérieure, il trouva une enveloppe scellée adressée à « l'inspecteur en charge de mon enquête de mort ». À l'intérieur, une lettre écrite de la main d'Elisabeth elle-même, datée de 3 jours auparavant. Une femme assassinée dans un train. Une lettre prémonitoire
écrite par la victime elle-même. Et 6 suspects, tous avec des secrets à cacher. L'inspecteur Blanchard venait de réaliser qu'Élisabeth Moreau savait qu'elle allait être tuée. Blanchard lut la lettre à la lumière tamisée du compartiment, ses mains gantées tenant précautionneusement le papier, comme s'il contenait les réponses à toutes ses questions. L'écriture était élégante, mais tremblante, comme si Élisabeth avait écrit avec une main incertaine, peut-être par peur, peut-être par urgence. « Si vous lisez ceci, c'est que je suis morte. Je savais que cela arriverait. J'ai reçu 3 lettres de menaces au cours du dernier mois, toutes anonymes, me disant de garder le silence sur ce que je sais. Mais je ne peux pas garder le silence. Pas après ce que j'ai découvert. Il y a 15 ans, mon mari, Pierre Moreau, est mort dans ce qui a été déclaré un accident de travail. On m'a dit qu'il était tombé d'un échafaudage sur un chantier de construction. J'ai cru cette version pendant toutes ces années. Mais il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre anonyme me disant que Pierre n'était pas mort accidentellement, qu'il avait été tué parce qu'il avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. La lettre contenait une photo de mon mari avec 4 autres hommes, prise quelques jours avant sa mort. Au dos de la photo, quelqu'un avait écrit « Tous coupables, tous doivent payer ». J'ai mené ma propre enquête. J'ai identifié 3 des 4 hommes sur la photo. Ils seront tous sur le train de minuit ce soir, le 15 novembre. Je ne crois pas aux coïncidences. L'un d'eux est le meurtrier de mon mari. Et maintenant, l'un d'eux va me tuer pour m'empêcher de révéler la vérité. Cette lettre est mon assurance. Si je meurs, vous saurez que ce n'était pas un accident. La photo est dans la doublure de ma valise. Cherchez la vérité, inspecteur. Pour Pierre, pour moi, pour la justice. Blanchard resta immobile pendant un long moment, après avoir fini de lire. Ainsi, Élisabeth Moreau n'était pas une victime aléatoire. Elle était venue sur ce train avec un but, confronter les meurtriers de son mari. Et elle avait payé cette confrontation de sa vie. Il appela immédiatement un de ses gendarmes. « Apportez-moi la valise d'Élisabeth Moreau, immédiatement. » La valise arriva en quelques minutes. Blanchard l'ouvrit et chercha dans la doublure. Ses doigts trouvèrent une petite ouverture soigneusement recousue. Il la défit délicatement et sortit une photographie en noir et blanc, légèrement jaunie par le temps. La photo montrait 5 hommes debout devant ce qui semblait être un chantier de construction. Ils souriaient, bras dessus, bras dessous, dans l'attitude amicale de collègues ou de partenaires. Blanchard reconnut immédiatement 3 des hommes. Le plus jeune, avec des cheveux sombres et un sourire timide, devait être Pierre Moreau, le défunt mari d'Élisabeth. Et les 3 autres, Blanchard sentit son sang se glacer. Alphonse Dubois, l'homme d'affaires corpulent. Le père Jacques Morel, bien qu'il ne portait pas l'habit religieux sur la photo. Et Henri Girard, l'homme qui voyageait avec sa femme pour célébrer leur anniversaire. 3 des 6 suspects étaient sur cette photo. 3 hommes qui avaient connu Pierre Moreau. 3 hommes qui avaient menti quand Blanchard leur avait demandé s'ils connaissaient Élisabeth. Le 5e homme sur la photo était inconnu. Un homme d'environ 35 ans, avec des cheveux clairs et des yeux qui semblaient regarder directement à travers l'objectif. Au dos de la photo, comme Élisabeth l'avait mentionné, quelqu'un avait écrit « Tous coupables, tous doivent payer. Chantier Rousseau, août 1947 ». Blanchard convoqua immédiatement les 3 hommes pour un interrogatoire de confrontation. Il les fit asseoir dans le wagon-restaurant vide, face à lui, la photo posée sur la table entre eux. « Messieurs, » commença Blanchard d'une voix froide, « je crois que vous me devez quelques explications. Vous m'avez tout dit ne pas connaître Élisabeth Moreau, et pourtant, vous connaissiez tous son mari, Pierre. Vous étiez avec lui sur cette photo, prise 15 ans avant sa mort. Alors je vais vous poser la question encore une fois, et cette fois, je veux la vérité. Qui était Pierre Moreau et qu'est-ce qui s'est passé au chantier Rousseau en août 1947 ?» Les 3 hommes échangèrent des regards. Finalement, ce fut le père Morel qui parla en premier. « Inspecteur, oui, nous connaissions Pierre Moreau, mais pas dans le contexte que vous imaginez. Le chantier Rousseau était un projet de reconstruction après la guerre. Nous travaillions tous là-bas, moi comme ingénieur avant de devenir prêtre, Alphonse comme fournisseur de matériaux, Henri comme contremaître et Pierre comme architecte. « Et le 5e homme ?» demanda Blanchard en désignant l'inconnu sur la photo. « C'était Jean-Luc Rousseau, le propriétaire du chantier, » répondit Henri Girard, sa voix tremblante. « Il est mort il y a 10 ans. » « Mort comment ?»« Suicide, » dit Dubois.
Il s'est tiré une balle. Des problèmes financiers, apparemment. Apparemment, répéta Blanchard avec scepticisme. Et Pierre Moreau? Comment est-il vraiment mort? Le silence qui suivit était lourd de secrets non dits. Finalement, le père Morel soupira profondément. Pierre est mort dans un accident sur le chantier, exactement comme on l'a dit. Mais il y avait des circonstances que nous n'avons jamais révélées. Quelles circonstances? Pierre avait découvert quelque chose, une fraude. Jean-Luc Rousseau utilisait des matériaux de qualité inférieure tout en facturant des matériaux de première qualité. Il empochait la différence. Des millions de francs. Pierre voulait tout révéler aux autorités. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il est mort. L'échafaudage sur lequel il travaillait s'est effondré. Et vous pensez que ce n'était pas un accident? Nous ne savions pas, dit Henri. Nous avons eu des soupçons, mais aucune preuve. Et franchement, nous avions tous peur. Si Pierre avait été tué pour avoir découvert la fraude, qu'est-ce qui nous empêcherait d'être les prochains? Alors vous avez gardé le silence, dit Blanchard avec dégoût. Nous étions jeunes, nous avions des familles, se défendit Dubois. Rousseau était un homme puissant avec des connexions. Nous avons pris l'argent qu'il nous a offert pour notre silence et nous avons continué nos vies. De l'argent du sang, murmura Blanchard. Et maintenant, 15 ans plus tard, quelqu'un cherche vengeance, quelqu'un qui sait ce qui s'est vraiment passé. Mais qui? Demanda le père Morel. Rousseau est mort, Pierre est mort. Qui d'autre savait? C'est ce que nous devons découvrir, dit Blanchard. Parce que cette personne a tué Élisabeth Moreau cette nuit, et elle ne s'arrêtera probablement pas là. Il regarda les trois hommes tour à tour. Où étiez-vous exactement quand les lumières se sont éteintes dans le tunnel? Dans mon compartiment, dit Dubois. Dans mon compartiment avec ma femme, dit Henri. Dans mon compartiment, en prière, dit le père Morel. Tous des alibis impossibles à vérifier, nota Blanchard. L'un de vous trois aurait pu se glisser hors de son compartiment dans l'obscurité, tuer Élisabeth et retourner sans être vu. Ou, dit le père Morel lentement, ce pourrait être quelqu'un d'autre sur ce train. Quelqu'un qui connaissait aussi la vérité sur Pierre Moreau. Qui? Demanda Blanchard. Je ne sais pas, mais pensez-y, inspecteur. Si nous trois sommes sur ce train parce qu'Élisabeth voulait nous confronter, qui d'autre pourrait avoir une raison d'être ici? Qui d'autre avait un lien avec Pierre Moreau ou Jean-Luc Rousseau? Blanchard fronça les sourcils. Le père Morel avait raison. Il devait creuser plus profondément dans le passé de tous les passagers. Il retourna interroger les autres. Sophie Laurent, la jeune secrétaire, quelle était vraiment sa connexion? Thomas Bernard, le jeune homme d'affaires, était-il vraiment ce qu'il prétendait être? Et Marie Girard, la femme d'Henri, savait-elle ce que son mari avait fait il y a 15 ans? C'est en interrogeant de nouveau Sophie Laurent que Blanchard fit une découverte troublante. En vérifiant ses papiers plus attentivement, il remarqua quelque chose qu'il avait manqué la première fois. Son nom complet était Sophie Laurent Rousseau. « Rousseau, dit Blanchard, vous êtes parente de Jean-Luc Rousseau ?» Sophie pâlit visiblement. « C'était mon oncle du côté de ma mère. Et vous ne pensiez pas que c'était pertinent de le mentionner. Je ne voulais pas compliquer les choses. Je n'ai jamais vraiment connu mon oncle. Il s'est suicidé quand j'avais 10 ans. Mais vous connaissez l'histoire du chantier Rousseau? Oui. Ma mère m'a tout raconté avant de mourir l'année dernière. Elle m'a dit que son frère avait été détruit par la culpabilité de ce qui était arrivé à Pierre Moreau, que c'était pour ça qu'il s'était suicidé. Et vous vouliez quoi? Venger votre oncle? Non, protesta Sophie. Je voulais juste comprendre. Ma mère m'a donné des lettres que mon oncle avait écrites avant sa mort. Dans ces lettres, il parlait de Pierre Moreau, de la fraude, de tout. Il disait qu'il n'avait jamais voulu que Pierre meure, que c'était un accident terrible. Vous avez ces lettres? Oui, dans ma valise. Blanchard fit apporter la valise de Sophie et lut les lettres de Jean-Luc Rousseau. Elles confirmaient l'histoire de la fraude, mais elles révélaient aussi quelque chose d'autre. Dans sa dernière lettre, écrite la veille de son suicide, Rousseau avait écrit « Je ne peux plus vivre avec ce que j'ai fait, mais avant de mourir, je dois dire la vérité. Pierre Moreau n'est pas mort accidentellement. L'échafaudage a été saboté. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait encore plus à perdre si Pierre révélait la fraude. Je sais qui c'est. Et maintenant, cette personne me menace aussi. Elle dit que si je parle, ma famille sera détruite. Alors je choisis le silence éternel. Que Dieu me pardonne. » Blanchard leva les yeux de la lettre.
Rousseau savait qui avait tué Pierre Moreau, mais il ne l'a jamais dit. Et maintenant il est mort, dit Sophie, les larmes aux yeux, tout comme Madame Moreau. Inspecteur, je jure que je ne l'ai pas tué. Je suis venu sur ce train pour trouver des réponses, pas pour tuer quelqu'un. Blanchard l'a cru. Mais si Sophie n'était pas la meurtrière, qui était-ce? Et comment tout cela se connectait-il au meurtre de cette nuit? Les secrets s'accumulaient comme des couches de poussière sur un crime vieux de 15 ans. 4 hommes sur une photo, 2 déjà morts, 3 encore vivants et sur ce train. Mais lequel était le tueur et y avait-il quelqu'un d'autre impliqué que Blanchard n'avait pas encore identifié? L'aube commençait à poindre à travers les fenêtres du train immobilisé quand Blanchard rassembla toutes les pièces du puzzle dans sa tête. Il était maintenant 5 heures du matin. 6 heures s'étaient écoulées depuis le meurtre d'Élisabeth Moreau et il avait l'impression d'être plus loin de la solution que jamais. Il décida de reconstituer la chronologie exacte de la soirée. Le train avait quitté Paris à 22 heures. Élisabeth Moreau était montée à bord à la dernière minute, portant sa seule valise. Les autres passagers de première classe étaient déjà installés. Sophie Laurent était montée à Paris également, tout comme Thomas Bernard. Le couple Girard était monté à une gare précédente, tout comme Alphonse Dubois et le père Morel. À minuit moins le quart, le train était entré dans le tunnel de Saulieu. Les lumières s'étaient éteintes pendant environ 1 minute, beaucoup plus longtemps que d'habitude. Dans cette minute d'obscurité totale, quelqu'un avait quitté son compartiment, était entré dans celui d'Élisabeth, l'avait poignardé avec précision au cœur et était reparti sans laisser de traces. Mais il y avait quelque chose qui tracassait Blanchard. Comment le meurtrier avait-il pu naviguer dans l'obscurité totale pour trouver le bon compartiment, entrer, commettre le meurtre et ressortir, tout cela en moins d'1 minute? C'était presque impossible, à moins que le meurtrier n'ait connu parfaitement la disposition du train, à moins qu'il n'ait planifié ce meurtre méticuleusement, à moins qu'il n'ait eu une raison de savoir exactement où se trouvait Élisabeth. Blanchard appela de nouveau le contrôleur Fontaine. « Marcel, les réservations pour ce train, comment sont-elles faites ?» Les passagers réservent à l'avance, soit à la gare, soit par téléphone. Nous assignons les compartiments en fonction de la disponibilité. Qui assigne les compartiments spécifiquement? Moi, généralement. Ou mon collègue Pierre si je ne suis pas disponible. Les passagers peuvent-ils demander des compartiments spécifiques? Oui, s'ils ont une préférence. Première classe à 7 compartiments numérotés de 1 à 7. Et pour ce voyage, qui a demandé des compartiments spécifiques? Fontaine consulta son registre. Madame Moreau a demandé le compartiment numéro 4. Mademoiselle Laurent a demandé le numéro 5, juste à côté. Monsieur Bernard a demandé le numéro 3. Les autres? Assignés automatiquement en fonction de la disponibilité. Donc Élisabeth, Sophie et Thomas avaient tous demandé des compartiments spécifiques et ils étaient tous les 3 côte à côte. Ce n'était pas une coïncidence. Blanchard décida d'interroger Thomas Bernard plus en profondeur. Le jeune homme d'affaires avait été relativement calme pendant les interrogatoires précédents, mais il y avait quelque chose dans son attitude, une nervosité soigneusement contrôlée, qui éveillait les soupçons de Blanchard. Thomas était assis dans le compartiment d'interrogatoire, l'air fatigué mais composé. Il portait un costume moderne et des lunettes à monture d'écaille. « Monsieur Bernard, » commença Blanchard, « parlez-moi de votre travail. Je suis consultant en affaires. Je travaille principalement avec des entreprises de construction, les aidant à optimiser leurs opérations. » « Des entreprises de construction, » répéta Blanchard. « C'est intéressant. Avez-vous déjà entendu parler du chantier Rousseau ?» Thomas ne scia pas. « Non, je ne crois pas. Pourquoi ?» C'était un chantier de reconstruction après-guerre, dirigé par un homme nommé Jean-Luc Rousseau. Le nom ne me dit rien. « Et Pierre Moreau? Ce nom vous dit quelque chose ?» Non. Blanchard le fixa intensément. « Vous mentez, monsieur Bernard. Je peux le voir dans vos yeux. » Thomas resta silencieux pendant un long moment. Puis, soudainement, il sembla s'effondrer, sa façade de calme se fissurant. « D'accord, » dit-il d'une voix basse. « D'accord. Je connaissais Pierre Moreau. C'était mon père. » Le choc de cette révélation frappa Blanchard comme une gifle. « Votre père ?»« Mon père biologique. Il est mort quand j'avais 7 ans. Ma mère s'est remariée 1 an plus tard avec un homme nommé Bernard. J'ai pris son nom. Mais Pierre Moreau était mon vrai père. Et vous ne pensiez pas que c'était pertinent de le mentionner? Je ne voulais pas être impliqué dans cette histoire.
J'ai passé toute ma vie à essayer d'échapper à l'ombre de la mort de mon père. Quand Elisabeth, ma belle-mère, m'a contacté il y a un mois et m'a dit qu'elle avait découvert que mon père avait été assassiné, j'ai d'abord refusé de la croire. Mais elle était si convaincue, si déterminée. Elle m'a montré la lettre anonyme, la photo. Elle m'a dit qu'elle allait prendre ce train et confronter les hommes qu'elle croyait responsables. Et vous avez décidé de venir aussi? Je voulais la protéger. Je savais que c'était dangereux. Je lui ai dit de ne pas le faire, d'aller plutôt à la police. Mais elle ne voulait pas écouter. Alors j'ai réservé un compartiment à côté du sien pour pouvoir la surveiller. Vous étiez dans le compartiment numéro 3, elle dans le 4 et Sophie Laurent dans le 5. Oui. Où étiez-vous quand les lumières se sont éteintes? Dans mon compartiment. J'avais laissé ma porte légèrement entr'ouverte pour pouvoir entendre si quelque chose se passait dans le compartiment d'Elisabeth. Quand l'obscurité est tombée, j'ai entendu sa porte s'ouvrir. J'ai pensé qu'elle sortait peut-être pour aller aux toilettes, mais ensuite j'ai entendu un son, comme un soupir ou un gémissement étouffé, puis le bruit de sa porte qui se refermait. Pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai pensé que j'avais imaginé. L'obscurité joue des tours à l'esprit. Quand les lumières sont revenues, je suis sorti dans le couloir. La porte d'Elisabeth était fermée. Tout semblait normal. Je suis retourné dans mon compartiment. Ce n'est que quand le contrôleur a trouvé le corps que j'ai réalisé ce que j'avais entendu. Vous avez entendu le meurtre se commettre et vous n'avez rien fait? Je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Blanchard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jour se lever sur la campagne. Monsieur Bernard, vous réalisez que vous êtes maintenant le principal suspect? Vous aviez un mobile, venger la mort de votre père. Vous aviez l'opportunité. Vous étiez juste à côté. Et vous admettez avoir entendu le meurtre se produire. Mais je ne l'ai pas tué. Pourquoi tuerais-je la seule personne qui cherchait la vérité sur la mort de mon père? Peut-être parce qu'elle était sur le point de révéler quelque chose que vous ne vouliez pas révéler. Peut-être parce que vous saviez déjà qui avait tué votre père et vous vouliez garder ce secret. Non, ce n'est pas vrai. Blanchard se retourna brusquement. Alors prouvez-le. Dites-moi tout ce que vous savez. Thomas prit une profonde respiration. Très bien. Il y a 3 ans, j'ai commencé ma propre enquête sur la mort de mon père. J'ai accédé au vieux dossier du chantier Rousseau. J'ai découvert la fraude, la corruption. Mais j'ai aussi découvert quelque chose d'autre. Il y avait un 5e homme impliqué dans le chantier, quelqu'un qui n'était pas sur la photo mais qui avait beaucoup à perdre si la fraude était révélée. Qui? Un politicien local. Il avait investi de l'argent dans le projet et recevait une part des profits. Quand mon père a menacé de tout révéler, ce politicien avait autant à perdre que Rousseau. Son nom? Édouard Petit. Il est maintenant sénateur. Blanchard connaissait ce nom. Édouard Petit était effectivement un sénateur influent, connu pour ses connexions et son pouvoir. Vous pensez que Petit a tué votre père? Je pense qu'il a ordonné le meurtre. Rousseau a peut-être exécuté l'ordre, ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais Petit était derrière tout ça. Et quand Rousseau est devenu une responsabilité, menaçant de tout révéler, Petit l'a poussé au suicide, ou l'a fait ressembler à un suicide. Avez-vous des preuves de tout cela? Des documents, des lettres, des transactions financières, tout est dans mon ordinateur portable, crypté. Et Elisabeth le savait? Oui, je lui ai tout dit il y a 2 semaines. C'est pour ça qu'elle était si convaincue. Elle avait les preuves. Donc, si Petit savait qu'Elisabeth avait ses preuves, il enverrait quelqu'un pour la tuer. Oui, Blanchard se figea. Vous pensez qu'il y a un assassin professionnel sur ce train? Je ne sais pas, mais ça expliquerait la précision du meurtre. Un seul coup, directement au cœur. C'est du travail de professionnel. Bonsoir à tous, et si vous écoutez cette histoire en ce moment, nous tenons à vous remercier du fond du cœur d'être là. Votre présence nous inspire à continuer de créer ces récits qui, nous l'espérons, vous apportent mystère et émerveillement. Si vous appréciez Le secret du train de minuit, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Un petit like nous aiderait énormément. Et surtout, dites-nous dans les commentaires qui pensez-vous être le meurtrier. Avez-vous deviné le secret derrière tout cela? Vos commentaires nous sont précieux. Maintenant, retournons sur ce train où l'inspecteur Blanchard doit identifier un tueur qui pourrait être bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Blanchard réfléchit rapidement. Si Thomas avait raison, si un tueur professionnel était à bord, alors tous les autres passagers,
Dubois, les Girard, le père Morel, même Sophie, pouvaient être innocents. Le vrai meurtrier pourrait être quelqu'un qu'il n'avait même pas encore sérieusement considéré. Il appela le contrôleur Fontaine. « Marcel, combien y a-t-il de passagers au total sur ce train ?»« 23, inspecteur. 7 en première classe, 16 en deuxième. Je veux une liste complète de tous les passagers de deuxième classe. Nom, destination, tout. » La liste arriva en quelques minutes. Blanchard la parcourut attentivement. La plupart semblaient être des voyageurs ordinaires, des familles, des hommes d'affaires, des étudiants. Mais un nom attira son attention. Marc Valois. Destination, Nice. Profession, vendeur. Quelque chose dans ce nom résonna dans l'esprit de Blanchard. Il avait entendu ce nom avant, dans un autre contexte. Puis il se souvint. Marc Valois était un nom connu dans les cercles policiers, pas comme criminel, mais comme ancien militaire, un vétéran de la guerre d'Indochine connu pour ses compétences en combat rapproché et en opérations discrètes. « Amenez-moi Marc Valois », ordonna Blanchard. Un assassin professionnel sur le train, un sénateur corrompu tirant les ficelles. Les révélations se multipliaient, mais la vérité restait insaisissable. Et pendant ce temps, le vrai meurtrier était toujours libre, peut-être préparant déjà son prochain mouvement. Marc Valois était un homme d'environ 40 ans, avec des cheveux courts poivre et sel et des yeux gris acier qui ne trahissaient aucune émotion. Il entra dans le compartiment d'interrogatoire avec une démarche assurée, presque militaire, et s'assit sans qu'on le lui demande. « Inspecteur Blanchard, » dit-il d'une voix calme, « je me demandais quand vous viendriez me parler. Vous saviez que je voudrais vous interroger ? Un meurtre sur un train, tous les passagers interrogés, ce n'était qu'une question de temps. Et avec mon passé, je suis sûr que mon nom a attiré votre attention. Votre passé en Indochine, entre autres choses. Que faites-vous maintenant, monsieur Valois ? Comme mon billet l'indique, je suis vendeur, matériel de bureau. Rien de très excitant. Et avant d'être vendeur, j'étais dans l'armée, puis dans le privé, sécurité principalement. Sécurité, répéta Blanchard, un euphémisme intéressant. Valois sourit légèrement. Inspecteur, je vais vous faciliter la tâche. Oui, j'ai des compétences qui pourraient être utilisées pour tuer quelqu'un discrètement. Oui, je connais exactement comment poignarder quelqu'un au cœur pour une mort instantanée. Et oui, je voyage souvent en train, donc je connais leurs dispositions. Mais non, je n'ai pas tué Elisabeth Moreau. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que je n'avais aucun motif. Je ne la connaissais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'elle jusqu'à cette nuit. Et Pierre Moreau? Jean-Luc Rousseau? Le chantier Rousseau de 1947? Ces noms ne me disent rien. Et le sénateur Édouard Petit? Pour la première fois, une émotion passa sur le visage de Valois, un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, rapidement maîtrisée. Je connais le sénateur Petit. Beaucoup de gens le connaissent. C'est un homme public. Vous avez déjà travaillé pour lui? Non. Blanchard se pencha en avant. Monsieur Valois, je vais être direct avec vous. Je crois qu'Elisabeth Moreau a été tuée par un professionnel. Quelqu'un avec exactement votre ensemble de compétences. Et je crois que ce meurtre est lié à un vieux scandale impliquant le sénateur Petit. Maintenant, vous pouvez soit me dire la vérité, soit je peux vous arrêter comme suspect principal et fouiller dans chaque aspect de votre vie jusqu'à ce que je trouve la connexion. Valois resta silencieux pendant un long moment, pesant ses options. Finalement, il parla. « D'accord, je vais vous dire ce que je sais. Mais je veux de l'immunité. Je ne peux pas vous promettre ça. Alors je ne peux pas parler. » Blanchard réfléchit rapidement. Il avait besoin d'informations et Valois semblait être la clé. « Je peux vous promettre de considérer votre coopération favorablement quand je ferai mon rapport. C'est le mieux que je puisse faire. » Valois hocha la tête. « Très bien. Voici la vérité. Il y a 2 semaines, j'ai été contacté par quelqu'un qui voulait m'engager pour un travail. Pas pour tuer quelqu'un, pour protéger quelqu'un. Qui vous a contacté? Je ne connais pas son vrai nom. Toutes nos communications étaient indirectes, par téléphone et lettres. Mais il m'a dit qu'une femme nommée Elisabeth Moreau serait sur le train de minuit le 15 novembre et qu'elle serait en danger. Il voulait que je veille sur elle, que je m'assure que rien ne lui arrive. Et vous avez accepté? Oui, le paiement était généreux. Donc vous étiez censé la protéger. Mais elle est morte quand même. Oui, et je ne comprends pas comment.
J'étais dans le wagon de 2e classe, mais je faisais des rondes régulières. J'avais une vue claire sur son compartiment. Personne n'est entré ou sorti avant que le train entre dans le tunnel. Êtes-vous sorti de votre siège pendant l'obscurité du tunnel? Oui. J'ai immédiatement couru vers la première classe quand les lumières se sont éteintes. Je savais que c'était le moment le plus vulnérable. Mais dans l'obscurité totale, je me suis perdu dans le couloir. Quand les lumières sont revenues, j'étais entre les wagons. Le temps que j'arrive au compartiment de Madame Moreau, le contrôleur l'avait déjà trouvée morte. Donc vous avez échoué dans votre mission de protection. Oui, admit Valois, et pour la première fois, il semblait vraiment troublé. Et je ne comprends toujours pas comment. Le meurtrier aurait dû passer devant moi pour atteindre son compartiment. À moins que le meurtrier n'ait déjà été en première classe. Exactement. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas tué Madame Moreau. Je n'aurais eu aucune raison de le faire. J'étais payé pour la protéger. Blanchard réfléchit à ces nouvelles informations. Si Valois disait la vérité, et quelque chose lui disait que c'était le cas, alors quelqu'un d'autre avait engagé Valois pour protéger Elisabeth. Quelqu'un qui savait qu'elle serait en danger sur ce train. La personne qui vous a engagé, elle vous a donné des détails sur pourquoi Madame Moreau était en danger. Non, juste qu'elle enquêtait sur un vieux meurtre et que certaines personnes puissantes ne voulaient pas que la vérité sorte. Le sénateur Petit, le nom n'a jamais été mentionné, mais... Oui, j'ai fait mes propres recherches après avoir accepté le travail. Le nom de Petit est apparu dans mes enquêtes. Que savez-vous sur lui? Qu'il est dangereux. Qu'il a des connexions dans tous les domaines, politique, police, criminalité organisée, qu'il fait taire les gens qui menacent de révéler ses secrets, et qu'il le fait de façon que ça ressemble toujours à un accident ou un suicide, comme Jean-Luc Rousseau, probablement. Donc si Petit voulait Elisabeth morte, il aurait envoyé quelqu'un pour la tuer. Oui, mais pas moi, je vous le jure. Blanchard le crut, ce qui signifiait qu'il y avait peut-être 2 professionnels sur ce train. Valois engagé pour protéger Elisabeth et quelqu'un d'autre engagé pour la tuer. Qui d'autre sur ce train a les compétences pour commettre ce meurtre? Valois réfléchit. Honnêtement, n'importe qui pourrait poignarder quelqu'un dans l'obscurité, mais le faire avec cette précision, en visant exactement le cœur, ça demande de la pratique, du sang-froid. Ce n'est pas un crime passionnel, c'est une exécution. Quelqu'un en première classe correspond à ce profil? Le père Morel, peut-être. Il a l'âge d'avoir été dans l'armée pendant la guerre. Même chose pour Dubois et Girard. Tous des hommes qui connaissaient Pierre Moreau. Alors peut-être que l'un d'eux a été recruté par Petit pour faire le sale travail, ou peut-être que l'un d'eux voulait protéger son propre secret. Blanchard remercia Valois et le laissa partir sous surveillance étroite. Il avait maintenant plusieurs théories, mais aucune preuve solide. Il décida qu'il était temps de confronter directement les 3 hommes de la photo. Il les rassembla de nouveau dans le wagon-restaurant, cette fois avec toutes les informations qu'il avait collectées étalées devant lui, la lettre d'Elisabeth, la photo, les lettres de Rousseau, les documents de Thomas. « Messieurs, commença-t-il, je sais maintenant toute l'histoire. La fraude au chantier Rousseau, la mort de Pierre Moreau, le suicide de Jean-Luc Rousseau. Et je sais aussi qu'il y avait un 5e homme impliqué, le sénateur Édouard Petit. » Les 3 hommes échangèrent des regards nerveux. « L'un de vous 3 travaille pour Petit, » continua Blanchard. « L'un de vous a été envoyé sur ce train pour tuer Elisabeth Moreau avant qu'elle ne puisse révéler la vérité. Alors maintenant, je vous donne une dernière chance. Qui est-ce » Le silence qui suivit était épais et lourd. Puis, de façon totalement inattendue, ce fut Marie Girard qui parla. Elle était entrée dans le wagon sans que personne ne la remarque. « C'était moi », dit-elle d'une voix calme. Tous les regards se tournèrent vers elle. Henri, son mari, sembla choqué. « Marie, qu'est-ce que tu dis ?»« C'était moi, » répéta-t-elle. « J'ai tué Elisabeth Moreau. » Marie Girard, la femme discrète qui voyageait pour célébrer son anniversaire de mariage, venait d'avouer le meurtre. Mais était-ce vraiment elle, ou protégeait-elle quelqu'un d'autre? Blanchard sentait que la vérité était encore plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le choc de l'aveu de Marie Girard résonna dans le wagon-restaurant comme un coup de tonnerre. Blanchard se leva lentement, fixant la femme qui venait de confesser un meurtre, avec une voix si détachée qu'on aurait dit qu'elle parlait de la météo. « Madame Girard, dit Blanchard prudemment, vous réalisez ce que vous venez de dire?
Parfaitement, inspecteur. J'ai tué Elisabeth Moreau. C'était moi. Henri Girard sembla sur le point de s'effondrer. Marie, non, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas avoir fait ça. Mais si, Henri, je l'ai fait, et je vais tout vous expliquer. Blanchard fit signe à ses gendarmes de rester en alerte. Très bien, Madame Girard. Expliquez-vous. Marie s'assit calmement, joignant ses mains sur la table comme si elle était sur le point de raconter une histoire ordinaire. Il y a 15 ans, quand Pierre Moreau est mort, je travaillais comme secrétaire pour Jean-Luc Rousseau. J'avais 25 ans à l'époque. Je savais tout sur la fraude, sur les matériaux de mauvaise qualité, sur l'argent détourné. Je tenais les livres de compte. Rousseau me faisait confiance. Continuez, encouragea Blanchard. Quand Pierre Moreau a découvert la fraude et a menacé de tout révéler, Rousseau a paniqué. Il est venu me voir et m'a demandé ce qu'il devait faire. J'étais jeune, ambitieuse. Je voyais dans cette situation une opportunité. J'ai suggéré à Rousseau de contacter Édouard Petit, qui avait investi dans le projet. Je savais que Petit avait des ressources pour résoudre ce genre de problème. Vous avez suggéré de tuer Pierre Moreau? Non, pas directement. J'ai suggéré de le faire taire. Je pensais qu'ils allaient le payer, le menacer peut-être. Je ne savais pas qu'ils allaient le tuer. Mais quand c'est arrivé, quand j'ai compris ce que j'avais contribué à mettre en mouvement, il était trop tard. Et vous n'avez rien dit? Petit m'a payé pour mon silence, beaucoup d'argent. Assez pour que je quitte mon travail, que je change de vie. C'est avec cet argent que j'ai rencontré Henri et que nous nous sommes mariés. Henri ne savait rien de tout ça. Il pensait que j'avais hérité de l'argent d'une tante. Henri regardait sa femme avec une expression d'horreur et de trahison. Marie, pendant tout ce temps, je suis désolé, Henri. Vraiment. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Je n'ai pas tué Elisabeth Moreau pour protéger Petit ou pour protéger mes secrets. Je l'ai tuée parce qu'elle avait découvert quelque chose de bien pire que la fraude et le meurtre de Pierre. Quoi donc? Demanda Blanchard. Elle avait découvert qui avait vraiment tué Pierre Moreau. Et ce n'était ni Rousseau, ni Petit. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un sur ce train. Le silence qui suivit était absolu. Blanchard sentit son sang se glacer. Qui? Marie leva les yeux et regarda directement le père Morel. Jacques, c'était toi. Le prêtre pâlit mais ne dit rien. Les autres regardaient entre Marie et Jacques, attendant une dénégation, une explication. Mais Jacques Morel resta silencieux. « Explique-toi » ordonna finalement Blanchard. Marie continua, sa voix maintenant teintée d'émotion. Jacques n'était pas prêtre à l'époque. Il était ingénieur sur le chantier, comme il l'a dit. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il était aussi amoureux d'Élisabeth. Blanchard fronça les sourcils. Élisabeth Moreau, mais elle était mariée à Pierre. Exactement. Jacques était follement amoureux de la femme de son collègue. Et Élisabeth, eh bien, elle avait des sentiments pour Jacques aussi. Ils avaient une liaison. Pierre l'a découvert une semaine avant sa mort. Il a confronté Jacques. Ils se sont disputés violemment. Jacques Morel ferma les yeux, comme si le souvenir était trop douloureux. Et alors, continua Marie, Jacques a pris une décision terrible. Il a décidé que la seule façon d'être avec Élisabeth était d'éliminer Pierre. Il a saboté l'échafaudage. Il a fait en sorte que ça ressemble à un accident. Et pendant des années, tout le monde a cru que c'était lié à la fraude, que Rousseau ou Petit étaient responsables. Même Élisabeth le croyait. Jusqu'à maintenant, dit Blanchard. Jusqu'à maintenant. Il y a un mois, Élisabeth a trouvé quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement. Une lettre peut-être ou un journal. Quelque chose que Pierre avait caché avant sa mort, détaillant ses soupçons sur Jacques. Elle m'a contacté. Elle savait que j'avais travaillé pour Rousseau, elle pensait que je pourrais l'aider. Je lui ai dit ce que je savais. Et ensemble, nous avons confronté Jacques. Tous les regards se tournèrent vers le prêtre. Il ouvrit finalement les yeux et parla d'une voix brisée. « C'est vrai, tout est vrai. J'ai tué Pierre Moreau. Je l'ai tué par amour, par désir, par péché, et j'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis. C'est pour ça que vous êtes devenu prêtre, réalisa Blanchard. Pour expier. Oui. Après la mort de Pierre, Élisabeth m'a rejeté. Elle était dévastée par la perte de son mari. Elle ne savait pas que c'était moi qui l'avais tué, mais notre liaison était finie. J'ai essayé de vivre avec ce que j'avais fait, mais je ne pouvais pas. Alors je suis entré dans les ordres.
espérant trouver le pardon de Dieu si je ne pouvais pas trouver le pardon d'Élisabeth. Mais elle a découvert la vérité, dit Blanchard. Oui, il y a 3 semaines, elle est venue me voir à mon église. Elle avait trouvé le journal de Pierre. Dans ce journal, Pierre avait écrit ses soupçons sur moi et Élisabeth. Il ne savait pas avec certitude que nous avions une liaison, mais il avait des doutes. Et il écrivait qu'il avait confronté quelqu'un. Il n'avait pas écrit mon nom, juste « je », la veille de sa mort. Élisabeth avait mis les pièces ensemble. Qu'avez-vous fait? J'ai tout nié au début, mais elle ne me croyait pas. Elle a dit qu'elle allait à la police. Je l'ai suppliée de ne pas le faire, mais elle était déterminée. Alors j'ai paniqué. Je lui ai dit que si elle révélait la vérité, je la tuerais aussi. Et vous l'avez fait, dit Blanchard. Jacques hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Quand j'ai appris qu'elle prenait le train de minuit, je savais que c'était ma dernière chance. Je suis monté à bord, portant mon habit de prêtre, pensant que personne ne suspecterait un homme de Dieu. J'ai attendu le tunnel, l'obscurité, et quand les lumières se sont éteintes, je suis sorti de mon compartiment. Je connaissais exactement où était le sien, le numéro 4. Je suis entré. Elle était là, lisant son livre. Dans l'obscurité, elle ne pouvait pas me voir, mais elle a dû sentir ma présence. Elle a dit mon nom. Jacques, et j'ai fait ce que je devais faire. Vous l'avez tué. Oui, un seul coup, rapide et précis. J'avais appris ces techniques dans l'armée pendant la guerre. Je savais exactement où frapper. Elle n'a presque pas souffert. Puis je suis retourné dans mon compartiment. Quand les lumières sont revenues, j'étais déjà assis, feignant d'avoir prié pendant tout ce temps. Blanchard se tourna vers Marie. « Et vous, Madame Girard, vous avez dit que vous l'aviez tué. Pourquoi mentir ?» Marie baissa les yeux. « Parce que j'ai contribué à tout ça. Si je n'avais pas suggéré à Rousseau de contacter Petit, si je n'avais pas aidé à couvrir la fraude, peut-être que Pierre n'aurait jamais été tué. Je porte une part de responsabilité dans tout ça. Et quand j'ai vu qu'Élisabeth était morte, j'ai pensé que c'était ma faute, que je méritais d'être puni. Mais ce n'est pas vous qui l'avez tuée. Non. Mais j'aurais pu la sauver. Je savais que Jacques était dangereux. Je savais qu'il avait menacé Élisabeth. J'aurais dû prévenir quelqu'un, faire quelque chose. Au lieu de ça, je suis monté sur ce train et j'ai espéré que tout se passerait bien. » Blanchard regarda les 2 personnes devant lui, Jacques Morel, le prêtre meurtrier, et Marie Girard, la complice involontaire. Puis il regarda les autres dans la pièce. Henri, choqué et trahi par sa femme. Alphonse Dubois, soulagé de ne pas être le coupable. Sophie Laurent, les larmes aux yeux en pensant à son oncle. Thomas Bernard, enfin connaissant la vérité sur la mort de son père. « Jacques Morel, dit Blanchard formellement, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Élisabeth Moreau et de Pierre Moreau. Marie Girard, vous êtes en état d'arrestation pour complicité et obstruction à la justice. » Les gendarmes s'avancèrent pour menotter les 2 suspects. Jacques ne résista pas. Il semblait presque soulagé que tout soit enfin terminé. « Inspecteur, dit-il alors qu'on l'emmenait, il y a une chose que je veux que vous sachiez. Malgré tout ce que j'ai fait, malgré tous mes péchés, j'ai vraiment aimé Élisabeth. Je l'aime encore, et je regrette chaque jour d'avoir tué Pierre, mais je ne regrette pas de l'avoir aimé. C'est la seule chose pure et vraie dans toute cette histoire sordide. » Le meurtrier était démasqué, un prêtre qui avait tué par amour, puis tué de nouveau pour protéger son secret. Mais le prix de ses crimes était plus lourd que tout l'or du monde. Et maintenant, justice allait enfin être rendue. Le soleil était maintenant complètement levé, baignant la campagne bourguignonne d'une lumière dorée. Le train de minuit, qui aurait dû être à Marseille depuis longtemps, restait immobilisé à la petite gare de Fontaine-les-Bois. Les passagers, libérés de leur confinement dans le wagon-restaurant mais toujours sous surveillance, commençaient à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé pendant cette longue nuit. Blanchard s'assit dans le compartiment vide d'Élisabeth Moreau, regardant le livre qu'elle lisait avant sa mort. « Les Misérables » de Victor Hugo. Il l'ouvrit à la page 347, là où elle s'était arrêtée. Le passage parlait de Jean Valjean, luttant avec sa conscience, décidant s'il devait se révéler pour sauver un innocent ou garder le silence pour protéger sa propre liberté. L'ironie n'échappa pas à Blanchard. Thomas Bernard frappa doucement à la porte du compartiment. « Inspecteur, puis-je entrer ?» Blanchard fit signe que oui. Le jeune homme entra et s'assit en face de lui.
Je voulais vous remercier, dit Thomas, pour avoir trouvé la vérité sur la mort de mon père. Pendant toutes ces années, je pensais que c'était Rousseau, ou Petit. Je n'ai jamais imaginé que c'était Jacques Morel. L'amour peut pousser les gens à faire des choses terribles, dit Blanchard. Votre père était un homme bon qui a découvert une fraude. Jacques Morel était un homme faible, qui a choisi l'amour au lieu de l'honneur. Et maintenant, 2 personnes sont mortes à cause de ses choix. Et le sénateur Petit, il s'en tire libre? Pour l'instant, mais maintenant que nous avons toutes ces informations, les documents que vous avez collectés, le témoignage de Marie Girard, les lettres de Rousseau, nous avons assez pour ouvrir une enquête officielle. Petit devra répondre de ses crimes éventuellement. Éventuellement, répéta Thomas amèrement. Les hommes puissants ont toujours des moyens d'échapper à la justice. Peut-être, mais pas toujours. Et même s'il faut du temps, la vérité finit toujours par sortir. Votre père le savait, Élisabeth le savait, et maintenant vous le savez aussi. Thomas hocha la tête. Qu'allez-vous faire avec Jacques Morel? Il sera jugé pour 2 meurtres. Il a confessé, donc le procès sera probablement rapide. Il passera le reste de sa vie en prison. Et Marie Girard? Elle sera jugée pour complicité. Son rôle était moins direct, mais elle a tout de même contribué aux événements qui ont mené à la mort de votre père. Elle sera probablement condamnée aussi, mais à une peine plus légère. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis Thomas demanda « Inspecteur, puis-je voir la photo? Celle de mon père avec les autres hommes ?» Blanchard sortit la photo de son dossier et la tendit à Thomas. Le jeune homme la regarda longuement, ses doigts traçant le contour du visage de son père. « Je ne me souviens presque pas de lui, » dit Thomas doucement. « J'avais 7 ans quand il est mort. Je me souviens qu'il sentait le café et le tabac, qu'il me lisait des histoires le soir, qu'il riait beaucoup, mais je ne me souviens pas de son visage vraiment. Cette photo, c'est l'une des seules que j'ai de lui. Vous pouvez la garder, dit Blanchard. Elle vous appartient plus qu'à moi. Merci, dit Thomas, les larmes aux yeux. Et merci pour tout, pour avoir écouté Élisabeth, pour avoir cherché la vérité, pour ne pas avoir abandonné, même quand tout semblait compliqué. Après le départ de Thomas, Blanchard continua ses interrogatoires finaux. Il parla à Sophie Laurent qui pleurait pour son oncle Jean-Luc, comprenant maintenant que son suicide était probablement lié à la culpabilité qu'il ressentait pour la mort de Pierre, même s'il n'en était pas directement responsable. Il parla à Alphonse Dubois, qui admit avoir accepté l'argent de Rousseau pour son silence, mais jura qu'il ne savait rien du meurtre de Pierre. Blanchard le crut, bien qu'il noterait dans son rapport que Dubois devrait être interrogé plus en profondeur sur son rôle dans la fraude. Il parla à Henri Girard, dont le monde s'était effondré en apprenant que sa femme de 30 ans avait gardé un secret si terrible. « Qu'est-ce que je fais maintenant » demanda Henri, l'air perdu. « Comment puis-je continuer à vivre avec elle après ça ?»« C'est une question que seul vous pouvez répondre, » dit Blanchard avec compassion. « Marie a fait de mauvais choix, mais elle essaie maintenant de les corriger. Elle a avoué, elle a dit la vérité. C'est à vous de décider si vous pouvez lui pardonner. » Enfin, Blanchard parla à Marc Valois, le garde du corps qui avait échoué dans sa mission. « Qui vous a vraiment engagé pour protéger Élisabeth ?» demanda Blanchard. Valois hésita puis dit « Je pense que c'était Thomas Bernard. Il n'a jamais donné son nom, mais maintenant, en réfléchissant à la façon dont il s'exprimait, aux détails qu'il connaissait, oui, je pense que c'était lui. Il voulait protéger sa belle-mère. Oui, mais il ne voulait pas qu'elle sache qu'il était impliqué. Il pensait probablement qu'elle refuserait sa protection. Et il avait probablement raison. Vers midi, les formalités étaient enfin terminées. Jacques Morel et Marie Girard furent emmenés dans une voiture de police vers Beaune, où ils seraient détenus en attendant leur procès. Les autres passagers furent autorisés à poursuivre leur voyage. Un nouveau train arriva de Paris pour les conduire à leurs destinations respectives. Blanchard resta à la gare, regardant les passagers monter dans le nouveau train. Il vit Thomas Bernard aider Sophie Laurent avec sa valise, les 2 jeunes gens liés maintenant par le tragique destin de leur famille. Il vit Henri Girard monter seul, refusant l'aide de quiconque, son visage montrant la douleur de la trahison. Il vit Alphonse Dubois et le contrôleur Fontaine échanger quelques mots, probablement Dubois s'excusant pour la complication. Et il vit Marc Valois, le garde du corps qui avait échoué, rester sur le quai, regardant le train partir sans lui. Blanchard s'approcha. « Vous ne montez pas ?»« Non, » dit Valois. « Je ne pense pas pouvoir monter dans un train pour un moment.
trop de souvenirs. Vous ne deviez pas vous blâmer. Vous ne pouviez pas savoir. Peut-être. Mais j'ai été payé pour protéger quelqu'un et j'ai échoué. C'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre. » Blanchard comprenait ce sentiment. Dans son travail, il y avait toujours des cas qui vous hantaient, des victimes que vous n'aviez pas pu sauver. « Monsieur Valois, puis-je vous demander quelque chose? Si vous aviez su que Jacques Morel était le meurtrier, auriez-vous pu l'arrêter » Valois réfléchit. Dans le tunnel, dans l'obscurité totale? Probablement pas. Le meurtrier avait tous les avantages. Il connaissait le train, il connaissait sa victime, il avait planifié chaque détail. Même si j'avais été juste à côté, je n'aurais probablement pas pu intervenir à temps. Alors, ne vous blâmez pas trop. Je vais essayer. Le train siffla et commença à s'éloigner de la gare. Blanchard et Valois le regardèrent disparaître dans la distance, emportant avec lui les survivants de cette nuit terrible. Le chef de gare de Fontaine-les-Bois s'approcha de Blanchard. « Inspecteur, nous avons préparé un rapport complet sur l'incident pour les chemins de fer. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin ?»« Non, merci. Vous avez été très coopératif. C'est la première fois qu'un meurtre se produit sur un de nos trains. J'espère que ce sera la dernière. »« Moi aussi, » dit Blanchard sincèrement. Il retourna à sa voiture avec ses gendarmes. Le voyage de retour à Beaune fut silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Blanchard regardait défiler le paysage bourguignon, les vignobles, les petits villages, les collines ondulantes, et réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Une femme morte par amour, un homme détruit par la culpabilité, des secrets enterrés pendant 15 ans, finalement révélés dans la nuit la plus sombre. Et au centre de tout, un train de minuit qui était devenu le théâtre d'une tragédie qui avait commencé bien avant que ses roues ne tournent. La vérité était révélée, la justice en marche. Mais pour ceux touchés par ces événements, la vraie question restait. Comment continuer à vivre avec le poids de ce qui s'était passé? Comment trouver la paix après tant de douleur? 3 mois s'écoulèrent avant le procès de Jacques Morel. Pendant ce temps, Blanchard continua son enquête sur le sénateur Édouard Petit. Avec les documents fournis par Thomas Bernard et le témoignage de Marie Girard, il avait assez de preuves pour au moins ouvrir une investigation officielle. Mais comme Thomas l'avait prédit, Petit était un homme puissant avec de nombreuses connexions. L'enquête fut constamment entravée. Des témoins qui changeaient soudainement leur histoire, des documents qui disparaissaient mystérieusement, des supérieurs qui suggéraient à Blanchard de ne pas créer de vagues inutiles. Finalement, faute de preuves suffisantes, l'enquête sur Petit fut suspendue. Blanchard dut accepter cette réalité amère, que parfois les coupables s'en sortaient parce qu'ils avaient assez de pouvoir pour manipuler le système. Mais il jura que si jamais l'opportunité se présentait, il ferait payer Petit pour ses crimes. Le procès de Jacques Morel fut, comme Blanchard l'avait prévu, relativement rapide. Jacques plaida coupable pour les 2 meurtres, celui de Pierre Moreau en 1947 et celui d'Élisabeth Moreau en 1962. Son avocat essaya de plaider la folie temporaire, arguant que Jacques avait agi sous l'emprise d'une passion incontrôlable et d'une culpabilité écrasante. Mais le procureur présenta un cas convaincant que Jacques avait agi avec préméditation dans les 2 cas. Pour le meurtre de Pierre, il avait saboté l'échafaudage plusieurs jours à l'avance. Pour le meurtre d'Élisabeth, il avait planifié chaque détail, sachant exactement quand et où frapper. Thomas Bernard témoigna au procès, parlant de son père et de l'impact que sa mort avait eu sur sa famille. Sophie Laurent témoigna aussi, décrivant comment les actions de Jacques avaient détruit plusieurs familles, y compris celle de son oncle Jean-Luc. Mais le témoignage le plus poignant vint de Henri Girard, qui parla de sa femme Marie et de comment elle avait vécu avec le secret pendant 30 ans. « Marie n'est pas une mauvaise personne, » dit Henri sur le stand. « Elle a fait de mauvais choix quand elle était jeune, et elle a passé le reste de sa vie à essayer de vivre avec ses choix. Elle a finalement trouvé le courage de dire la vérité, même si ça signifiait détruire notre mariage et sa propre liberté. Je ne peux pas pardonner ce qu'elle a fait, mais je peux respecter son courage à la fin. » Marie elle-même témoigna, décrivant en détail son rôle dans la couverture de la fraude et comment elle avait aidé à connecter Rousseau et Petit. Elle plaida coupable à toutes les charges contre elle et accepta une peine de 5 ans de prison avec sursis, à condition qu'elle témoigne contre Jacques et coopère pleinement avec toute future enquête sur Petit. Le verdict pour Jacques Morel fut unanime.
coupable de meurtre au premier degré dans les deux cas. La sentence fut la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quand le juge prononça la sentence, Jacques resta impassible. Il avait déjà accepté son sort. Mais avant d'être emmené, il demanda la permission de faire une déclaration finale. Le juge accepta. Jacques se leva et regarda directement Thomas Bernard, assis dans la galerie du public. « Thomas, dit-il, sa voix claire, malgré les circonstances, je sais que rien de ce que je peux dire ne ramènera votre père. Je sais que mes excuses sont vides et sans valeur. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Votre père était un homme bien. Meilleur que moi, meilleur que Rousseau, meilleur que n'importe lequel d'entre nous sur ce chantier. Il a essayé de faire ce qui était juste, et il est mort pour ça. Il mérite d'être honoré et remembré, pas comme une victime de la fraude ou de la corruption, mais comme un homme de principe qui a tenu bon même quand c'était dangereux. » Il se tourna ensuite vers le public en général. « J'ai passé 15 ans à essayer d'expier le meurtre de Pierre en devenant prêtre, en servant Dieu, en aidant les autres. Mais l'expiation n'est pas possible quand on refuse de faire face à la vérité de ses crimes. J'ai appris cette leçon trop tard. Quand Élisabeth est venue me confronter avec la vérité, j'aurais dû avouer accepter ma punition. Au lieu de ça, j'ai tué de nouveau. J'ai ajouté un autre péché impardonnable à ma longue liste. Maintenant, je passerai le reste de ma vie en prison comme je le mérite. Et j'espère qu'en prison, je trouverai enfin le courage de vraiment faire face à ce que j'ai fait. » Il fut emmené ensuite, disparaissant par les portes du tribunal vers une vie de confinement. Blanchard, qui avait assisté au procès du début à la fin, se sentit étrangement vide. Justice avait été rendue, mais à quel prix? 2 personnes mortes, plusieurs vies détruites, et un sentiment persistant que les vrais responsables, les hommes comme Petit qui créaient les conditions pour de tels crimes, s'en sortaient libres. Après le procès, Blanchard rencontra Thomas et Sophie dans un café près du tribunal. Les 2 jeunes gens avaient formé une amitié improbable pendant les mois précédant le procès, liés par le destin tragique de leur famille. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda Blanchard. Thomas sirota son café. « Je vais continuer mon travail, mais je vais aussi continuer à chercher des preuves contre Petit. Je sais que l'enquête officielle est suspendue, mais ça ne signifie pas que je dois abandonner. Soyez prudent, avertit Blanchard. Petit est dangereux. Il a déjà causé assez de morts. Je sais. Mais mon père est mort en cherchant la vérité. Je ne peux pas laisser son sacrifice être vain. » Sophie prit la main de Thomas. « Et je vais l'aider. Mon oncle Jean-Luc est mort en portant la culpabilité de ses crimes. Il mérite aussi que la vérité complète soit révélée. » Blanchard les regarda, ces 2 jeunes gens déterminés à continuer le combat, même après tant de douleur. Il ressentit un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Si vous continuez cette enquête, je veux que vous me teniez informé, » dit-il. « Je ne peux pas officiellement vous aider, mais officieusement. Eh bien, je veux savoir que vous êtes en sécurité. »« Merci, inspecteur, » dit Thomas, « pour tout. » Ils se séparèrent peu après. Blanchard retourna à Beaune, où il reprit son travail quotidien d'enquête sur des crimes plus ordinaires, des vols, des fraudes, des disputes domestiques. Mais il pensait souvent au train de minuit et aux événements de cette nuit de novembre. 6 mois après le procès, Blanchard reçut une lettre de Henri Girard. Henri écrivait qu'il avait décidé de pardonner à Marie. Ils avaient commencé une thérapie de couple et essayèrent de reconstruire leur mariage sur une base d'honnêteté complète cette fois. « Marie a fait de terribles erreurs, » écrivait Henri, « mais elle a aussi vécu avec la culpabilité pendant 30 ans. Elle a payé un prix émotionnel énorme, et à la fin elle a choisi la vérité plutôt que le confort de continuer à mentir. Je pense que ça montre qu'il y a encore de la bonté en elle, même après tout ce qui s'est passé. Nous ne serons peut-être jamais ce que nous étions avant, mais nous pouvons peut-être devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, parce que c'est basé sur la vérité. » Blanchard fut touché par cette lettre. Elle montrait que même après les pires trahisons, la rédemption et le pardon étaient possibles. 1 an après le train de minuit, Blanchard reçut une autre lettre, cette fois de Thomas Bernard. Thomas écrivait qu'il et Sophie s'étaient mariés et avaient déménagé à Lyon, où ils continuaient ensemble leur enquête sur Petit. Ils avaient découvert de nouvelles preuves de corruption et de crimes, et ils travaillaient avec un journaliste d'investigation pour préparer un exposé complet. « Nous savons que c'est dangereux, » écrivait Thomas, « mais nous sentons que c'est notre responsabilité. Pas seulement pour mon père et l'oncle de Sophie,
mais pour tous ceux qui ont été victimes de la corruption et de l'abus de pouvoir. Si nous réussissons, nous honorerons leur mémoire d'une manière significative. » Blanchard répondit, les félicitant pour leur mariage et les exhortant encore une fois à la prudence. Il leur donna aussi quelques contacts, des policiers et des procureurs, en qui il avait confiance et qui pourraient les aider si nécessaire. 2 ans après le train de minuit, l'exposé sur le sénateur Petit fut finalement publié. C'était un article de 20 pages dans un grand journal national, détaillant des décennies de corruption, de fraude et d'intimidation. Les preuves étaient écrasantes. Documents financiers, témoignages, enregistrements. L'impact fut immédiat. Petit fut forcé de démissionner de son poste de sénateur. Des enquêtes criminelles furent ouvertes. Plusieurs de ses associés furent arrêtés. Et bien que Petit lui-même réussisse à éviter la prison grâce à des manœuvres légales habiles, sa carrière politique était finie, sa réputation détruite. Blanchard lut l'article avec satisfaction. Justice n'avait pas été complète. Petit aurait dû être en prison, mais au moins la vérité était révélée. Les victimes de Petit, y compris Pierre Moreau, étaient enfin reconnues. Il envoya un télégramme à Thomas et Sophie. « Félicitations. Votre père et votre oncle seraient fiers. » 3 ans après le train de minuit, Blanchard prit sa retraite après 40 ans dans la police. À sa fête de départ, ses collègues lui présentèrent une plaque commémorative listant ses cas les plus notables. En haut de la liste, l'affaire du train de minuit, résolue novembre 1962. « C'était votre plus grand cas, » dit un de ses collègues. « Le plus complexe, le plus dramatique. » Blanchard sourit. « Peut-être, mais c'était aussi le plus triste. Tant de vies détruites par l'amour, la cupidité et la peur. Ça m'a appris que les crimes les plus terribles ne sont pas toujours commis par les pires personnes. Parfois, ce sont des gens ordinaires qui font de mauvais choix dans des circonstances extraordinaires. » 3 ans après cette nuit fatidique, les ondes de choc continuaient à se propager. Justice avait été rendue, du moins en partie. Mais les cicatrices restaient, rappel permanent du prix terrible des secrets et des mensonges. 5 ans après le train de minuit, Blanchard, maintenant retraité, vivait une vie tranquille dans une petite maison de campagne près de Beaune. Il cultivait des roses, lisait beaucoup et recevait occasionnellement la visite d'anciens collègues ou de personnes impliquées dans ces vieux cas. C'est ainsi qu'un après-midi de printemps, il reçut une visite inattendue. Thomas et Sophie Bernard arrivèrent avec une petite fille de 3 ans. Leur fille, Élisabeth, nommée en l'honneur de la belle-mère de Thomas. « Inspecteur Blanchard, » dit Thomas en le serrant dans ses bras. « Comment allez-vous ? »« Très bien, merci. Et appelez-moi Paul, s'il vous plaît. Je ne suis plus inspecteur. » Ils s'assirent dans le jardin de Blanchard, buvant du thé glacé pendant que la petite Élisabeth jouait avec les fleurs. « Nous voulions vous voir, » dit Sophie, « parce que nous avons des nouvelles. Le sénateur Petit est mort. » Blanchard leva les sourcils. « Mort ? Comment ? » « Crise cardiaque, apparemment. Il avait 75 ans, mais... »« Mais vous ne croyez pas que c'était naturel ?» Thomas secoua la tête. « Nous ne savons pas. Ça pourrait l'être. Mais Petit avait beaucoup d'ennemis, des gens qu'il avait détruits, des familles qu'il avait ruinées. Ça ne nous surprendrait pas si quelqu'un avait décidé de prendre la justice en ses propres mains. « Et vous ?» demanda Blanchard. « Vous n'étiez pas tenté ? Par la vengeance ?»« Non, » dit Thomas fermement. « Nous avons appris de l'histoire de Jacques Morel. La vengeance ne résout rien, elle ne ramène pas les morts. Elle ne guérit pas les blessures. Tout ce qu'elle fait, c'est créer plus de douleur, plus de tragédie. Sage conclusion, » dit Blanchard. « Nous avons décidé de nous concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé, » dit Sophie. « Sur notre fille, sur notre vie ensemble. Bien sûr, nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé, mais nous ne laisserons pas ça définir qui nous sommes. » La petite Élisabeth courut vers eux, tenant une rose rouge. « Papa, regarde, c'est beau !» Thomas la prit dans ses bras. « Oui, ma chérie, c'est très beau. » Blanchard les regarda, cette jeune famille construite sur les ruines de tant de tragédies. Il pensa à tous les personnages de cette histoire. Élisabeth Moreau, qui avait cherché la vérité et payé de sa vie. Pierre Moreau, qui avait essayé de faire ce qui était juste et avait été tué pour ça. Jacques Morel, qui avait tué par amour et maintenant vivait avec cette culpabilité en prison. Marie Girard, qui avait caché la vérité pendant des décennies, puis avait trouvé le courage de la révéler. « Vous savez, dit Blanchard,
je pensais souvent à cette nuit sur le train. Tous les choix qui ont été faits, tous les chemins qui auraient pu être pris différemment. Si Jacques avait avoué son amour pour Élisabeth au lieu d'agir sur lui, si Marie avait refusé d'aider Rousseau, si Pierre avait été plus prudent, si Élisabeth n'avait pas cherché la vérité, tant de si. Mais aucun de ces si ne change ce qui s'est passé, dit Thomas. On ne peut pas refaire le passé. On peut seulement apprendre de lui et essayer de faire mieux à l'avenir. Une autre sage conclusion, dit Blanchard en souriant. Ils restèrent dans le jardin jusqu'au coucher du soleil, parlant de choses et d'autres, de la vie de Blanchard à la retraite, de la carrière florissante de Thomas, du travail de Sophie comme avocate des droits de l'homme. La petite Élisabeth s'endormit dans les bras de son père, paisible et innocente. En les regardant partir, Blanchard se sentit en paix pour la première fois depuis longtemps. L'affaire du train de minuit avait été résolue. Justice avait été rendue autant que possible, et de cette tragédie, quelque chose de beau avait émergé, une nouvelle génération qui portait les noms des morts, mais qui vivait avec espoir plutôt qu'avec haine. 7 ans après le train de minuit, Blanchard reçut une dernière lettre liée à l'affaire. Elle venait de la prison où Jacques Morel purgeait sa peine à perpétuité. « Cher inspecteur Blanchard, » commençait la lettre, « je sais que vous êtes à la retraite maintenant, mais je voulais vous écrire pour vous dire quelque chose d'important. Après 7 ans en prison, j'ai finalement trouvé une certaine paix. Non pas le pardon, je ne pense pas que je mérite d'être pardonné, mais l'acceptation de ce que j'ai fait et des conséquences de mes actions. En prison, j'ai repris mon travail de prêtre, dans la mesure où les règles le permettent. J'offre du conseil spirituel aux autres prisonniers. J'essaie de les aider à trouver un sens dans leur vie, même dans les circonstances les plus sombres. C'est ironique, n'est-ce pas? Un meurtrier conseillant d'autres criminels sur la moralité et la rédemption. Mais peut-être que c'est exactement pour ça que je peux les aider. Parce que je connais les profondeurs auxquelles on peut tomber, je connais le poids de la culpabilité, et je connais la difficulté de vivre avec ses péchés. Il y a quelques semaines, un jeune homme est arrivé en prison. Il avait tué sa petite amie dans un accès de rage jalouse. Il était complètement détruit par ce qu'il avait fait. Il voulait se suicider. Je lui ai parlé. Je lui ai raconté mon histoire. Comment j'avais tué Pierre Moreau par jalousie et désir. Comment j'avais vécu avec cette culpabilité pendant 15 ans. Comment j'avais tué de nouveau pour protéger mon secret. Je lui ai dit que le suicide n'était pas la réponse, que la vraie pénitence était de vivre, d'accepter sa punition et d'essayer de faire quelque chose de bon avec le reste de sa vie, aussi limité soit-il. Je ne sais pas si mes mots l'ont aidé, mais il est toujours vivant. Il suit une thérapie. Il parle à sa famille. Peut-être qu'un jour il trouvera un moyen de vivre avec ce qu'il a fait, comme j'apprends lentement à le faire. Je voulais vous dire cela, inspecteur, parce que vous m'avez donné quelque chose cette nuit sur le train. Vous m'avez donné la fin de mon mensonge. Vous m'avez forcé à faire face à la vérité. Au début, je vous ai haï pour ça, mais maintenant je vois que c'était un cadeau. Vivre dans le mensonge était un enfer. Vivre dans la vérité, même la vérité terrible de mes crimes, est en fait plus supportable. Je ne vous demande pas de me pardonner, je ne me pardonne pas moi-même, mais je voulais vous remercier pour votre travail cette nuit-là. Vous avez apporté la justice pour Élisabeth et pour Pierre, et indirectement vous m'avez donné une chance de vraiment expier, pas en fuyant mes crimes, mais en les acceptant. Avec respect, Jacques Morel. Blanchard plia soigneusement la lettre et la rangea dans sa boîte de souvenirs de l'affaire. Elle rejoignit la photo de Pierre Moreau avec les 4 autres hommes, la lettre d'Élisabeth écrite avant sa mort, les notes de son enquête et tous les autres artefacts de cette nuit qui avaient changé tant de vies. Il pensa à Jacques Morel, passant le reste de sa vie en prison mais trouvant apparemment une sorte de paix dans cette punition. Il pensa à Marie Girard et Henri, reconstruisant leur mariage sur l'honnêteté. Il pensa à Thomas et Sophie, créant une nouvelle vie ensemble tout en honorant la mémoire de ceux qui étaient à mort. Et il pensa au train de minuit lui-même, continuant ses voyages nocturnes entre Paris et Marseille, transportant des centaines de passagers qui ne sauraient jamais qu'un meurtre avait eu lieu dans ces compartiments feutrés. Le train était indifférent aux drames humains qui se déroulaient à bord. Il continuait simplement son chemin, nuit après nuit, témoin silencieux de l'histoire humaine dans toutes ses facettes, l'amour et la haine, l'espoir et le désespoir, la vérité et le mensonge. 7 ans après cette nuit fatidique,
Les échos continuaient. Mais maintenant, ils portaient avec eux non seulement la douleur du passé, mais aussi l'espoir de la rédemption, la possibilité que même les pires erreurs peuvent mener à quelque chose de significatif. 10 ans après le train de minuit, Blanchard reçut une invitation inattendue. C'était pour une cérémonie commémorative à la gare de Fontaine-les-Bois, le petit village où le train s'était arrêté cette nuit-là. La communauté avait décidé d'ériger une plaque en mémoire d'Élisabeth Moreau et de Pierre Moreau, reconnaissant leur quête de vérité et de justice. Blanchard fit le voyage, curieux de revoir l'endroit après tant d'années. Le village n'avait pas beaucoup changé, toujours les 800 âmes, toujours la petite gare avec son unique quai. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau, une belle plaque en bronze sur le mur de la gare. La cérémonie fut simple, mais touchante. Le maire du village parla de l'importance de chercher la vérité, même quand c'est difficile ou dangereux. Thomas et Sophie étaient là avec leurs 2 enfants maintenant. Élisabeth, 7 ans, et Pierre, 4 ans, nommés en l'honneur de son grand-père. Henri Girard était là aussi, tenant la main de Marie, qui avait purgé sa peine et était maintenant libre. Même Marc Valois, le garde du corps qui avait échoué, était présent. Il avait voyagé depuis Paris spécialement pour l'occasion. « Je devais venir », dit-il à Blanchard. « Madame Moreau est morte sous ma protection. La moindre des choses que je puisse faire est d'honorer sa mémoire. » Le moment le plus poignant vint quand Thomas dévoila la plaque. Elle portait une inscription simple. « En mémoire d'Élisabeth Moreau, 1920-1962, et Pierre Moreau, 1912-1947, qui ont cherché la vérité au prix de leur vie, la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Après la cérémonie, le groupe se rassembla dans un petit café près de la gare. C'était une réunion étrange. Des gens liés par une tragédie, maintenant réunis pour honorer ceux qui étaient morts. Henri Girard s'approcha de Blanchard. Il avait vieilli au cours de la dernière décennie, ses cheveux maintenant complètement gris, mais il y avait une paix dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Inspecteur, pardon, Paul, je voulais vous dire quelque chose. Marie et moi, nous allons renouveler nos vœux de mariage le mois prochain. 38 ans ensemble, et nous recommençons. Cette fois, pas de secret, pas de mensonge, juste la vérité. Je suis heureux pour vous, dit Blanchard sincèrement. Nous voudrions que vous soyez là. Vous avez été, vous avez été celui qui a forcé la vérité à sortir. Sans vous, Marie et moi serions peut-être encore ensemble, mais ce serait basé sur un mensonge. Maintenant, nous avons une chance de construire quelque chose de réel. J'y serai, promit Blanchard. Sophie s'approcha, portant le petit Pierre dans ses bras. Paul, je voulais vous montrer quelque chose. Elle sortit une photo de son sac à main. C'était l'ancienne photo du chantier Rousseau, les 5 hommes souriants, inconscients de la tragédie qui allait bientôt se dérouler. J'ai fait encadrer cette photo, dit Sophie. Nous l'avons accrochée dans notre maison. Pas pour nous rappeler la tragédie, mais pour nous rappeler que ces hommes étaient des êtres humains réels, avec des rêves et des espoirs. Mon oncle Jean-Luc, le père de Thomas, même Jacques Morel, avant qu'il ne fasse ses terribles choix. Ils méritent tous d'être remembrés comme des personnes complètes, pas juste comme des victimes ou des criminels. Blanchard prit la photo et la regarda longuement. C'est une belle façon de voir les choses. Thomas m'a appris ça, dit Sophie. Il dit que tout le monde a une histoire, que nous sommes tous capables du meilleur et du pire. Les choix que nous faisons définissent qui nous devenons, mais même les mauvais choix ne définissent pas toute notre existence. Votre mari est un homme sage. Il a appris de vous, dit Sophie en souriant. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Blanchard se retrouva seul sur le quai de la gare. Il regarda les rails s'étendre dans les 2 directions, vers Paris au nord, vers Marseille au sud. Combien de trains avaient passé par ici dans les 10 ans depuis cette nuit? Combien de passagers, chacun avec leurs propres histoires, leurs propres secrets? Il entendit des pas derrière lui. C'était Thomas seul cette fois. « Je pensais vous trouver ici, » dit Thomas. « C'est étrange, n'est-ce pas, d'être de retour à l'endroit où tout s'est passé. »« Très étrange, » admit Blanchard. « Et pourtant approprié. Parfois, nous devons retourner au lieu de nos traumatismes pour vraiment les surmonter. »« Est-ce que vous avez surmonté, cette nuit ?» Blanchard réfléchit. « Je ne suis pas sûr qu'on surmonte vraiment ces choses. Elles deviennent partie de nous. Elles changent qui nous sommes. Mais avec le temps, on apprend à vivre avec elles, à trouver un sens dans elles. Quel sens avez-vous trouvé dans tout ça?
que la vérité est importante, que les secrets finissent toujours par causer plus de douleur que la révélation, que même les meilleures personnes peuvent faire de terribles choses sous certaines circonstances, et que la rédemption est toujours possible, même pour ceux qui ont commis les pires crimes. Thomas hocha la tête. Mon père est mort en cherchant la vérité. Élisabeth est morte en cherchant la justice pour lui. Pendant longtemps, j'ai pensé que leur mort était en vain. Mais maintenant, je vois que leur sacrifice avait un sens, parce que la vérité a finalement été révélée, la justice a été rendue. Et nous, Sophie et moi, nos enfants, même Henri et Marie, nous avons appris à vivre dans la vérité plutôt que dans le mensonge. Un train approcha au loin, son sifflet résonnant dans la campagne. Blanchard et Thomas le regardèrent arriver et s'arrêter à la gare. C'était le train de minuit, toujours ponctuel après toutes ces années. « Et c'est étrange de penser, dit Thomas, que ce train continue ses voyages, nuit après nuit, indifférent à ce qui s'est passé à son bord. Pour le train, cette nuit n'était qu'une parmi des milliers d'autres. Mais pour nous, pour tous ceux qui ont été touchés, c'était la nuit qui a tout changé, dit Blanchard. Le train repartit, disparaissant dans la nuit. Blanchard et Thomas restèrent sur le quai un moment de plus, puis retournèrent au café où les autres attendaient. Cette nuit-là, pour la première fois en 10 ans, Blanchard dormit paisiblement. Il rêva du train de minuit, mais ce n'était plus un cauchemar. Dans son rêve, le train était rempli de gens heureux et en paix. Pierre Moreau souriant à sa femme Élisabeth, Jacques Morel encore innocent avant ses crimes, Jean-Luc Rousseau avant la corruption, Marie et Henri jeunes et amoureux sans secret entre eux. C'était un rêve de ce qui aurait pu être. Mais en se réveillant, Blanchard se rendit compte qu'il était en paix avec ce qui était vraiment arrivé. Parce que de cette tragédie était née une nouvelle génération qui vivait dans la vérité. Parce que justice avait été rendue. Parce que même les pires événements peuvent, avec le temps et la guérison, mener à quelque chose de bon. 10 ans après cette nuit qui avait changé tant de vies, ceux qui avaient survécu se réunissaient pour honorer ceux qui étaient morts. Le train de minuit continuait ses voyages, portant avec lui les souvenirs de cette nuit, tout en regardant vers l'avenir. Et dans cette dualité du passé et du futur, ils trouvaient tous un moyen d'avancer. 15 ans après le train de minuit, Blanchard célébrait son 80e anniversaire. C'était une célébration simple dans sa maison de campagne, entourée de quelques amis proches et de ceux qui avaient été touchés par l'affaire qui avait défini sa carrière. Thomas et Sophie étaient là, maintenant parents de 3 enfants. Élisabeth avait 12 ans, Pierre 9 ans, et la petite Marguerite, nommée en l'honneur de Marie Girard qui avait finalement trouvé le courage de dire la vérité, avait 5 ans. Henri et Marie étaient là aussi, toujours ensemble après 43 ans de mariage. Marc Valois était venu de Paris, maintenant un homme âgé qui avait finalement trouvé la paix avec son échec de cette nuit lointaine. Même le contrôleur Marcel Fontaine, maintenant à la retraite comme Blanchard, était présent. « Je n'oublierai jamais cette nuit, dit-il. C'était la seule fois en 30 ans de service qu'un meurtre s'est produit sur un de mes trains. » Pendant le dîner, Blanchard reçut un cadeau inattendu. C'était un livre, fraîchement publié. Le titre était « Le secret du train de minuit », une histoire vraie de meurtre, de secret et de rédemption. L'auteur était Thomas Bernard. « Tu as écrit un livre sur cette nuit ?» demanda Blanchard surpris. « Avec l'aide de Sophie et avec votre permission, » dit Thomas. « Nous avons pensé que l'histoire méritait d'être racontée, pas comme une histoire vraie sensationnelle de crime, mais comme une exploration de ce qui pousse les gens à faire des choix terribles et comment ils vivent avec les conséquences. » Blanchard ouvrit le livre et commença à lire la dédicace. Pour tous ceux qui ont cherché la vérité au prix de leur vie. Pour Pierre Moreau qui est mort en essayant de faire ce qui était juste. Pour Élisabeth Moreau qui a cherché la justice pour son mari bien-aimé. Pour Jean-Luc Rousseau qui est mort en portant la culpabilité des crimes d'autres. Et pour l'inspecteur Paul Blanchard, dont le dévouement à la vérité a apporté la justice à tous. Blanchard sentit des larmes monter à ses yeux. « Merci », murmura-t-il. « C'est parfait. » Après le dîner, alors que les autres bavardaient dans le salon, Blanchard sortit dans son jardin. C'était une belle soirée de printemps, les roses qu'il cultivait depuis sa retraite en pleine floraison. Il s'assit sur son banc préféré, tenant le livre de Thomas, et réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit de novembre 15 ans auparavant. Sophie le rejoignit, s'asseyant à côté de lui. « À quoi pensez-vous, Paul ?»«
À combien les choses ont changé, à combien de vies ont été touchées par les événements de cette nuit, et à combien, malgré toute la tragédie, quelque chose de bon en est sorti. Comme quoi? Comme votre mariage avec Thomas, comme vos beaux enfants, comme la réconciliation entre Henri et Marie, comme le fait que la vérité sur Petit a finalement été révélée, comme le fait que Jacques Morel a trouvé une sorte de paix en prison aidant d'autres prisonniers. Tant de bien est né de tant de mal. C'est une belle façon de voir les choses. C'est la seule façon que je peux voir les choses maintenant à mon âge. Si je me concentrais seulement sur la tragédie, sur les vies perdues, sur les crimes commis, je deviendrais amer. Mais en voyant comment les survivants ont trouvé un moyen d'avancer, comment ils ont transformé leur douleur en quelque chose de positif, ça me donne de l'espoir. Sophie prit sa main. « Vous savez que vous avez été comme un grand-père pour nos enfants, n'est-ce pas? Ils vous adorent. Élisabeth parle toujours du grand-père Paul qui était un grand détective. » Blanchard sourit. « Je ne suis pas sûr d'être un grand détective. J'ai juste fait mon travail. Vous avez fait plus que ça. Vous avez apporté la justice. Vous avez révélé la vérité. Et vous l'avez fait avec compassion et humanité, même envers ceux qui avaient commis des crimes terribles. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, appréciant la paix du jardin. « Paul, » dit finalement Sophie, « il y a quelque chose que je veux vous dire, quelque chose que Thomas et moi avons décidé. » « Quoi donc ? » « Nous avons créé une fondation, la Fondation Pierre et Élisabeth Moreau. Elle aide les familles de victimes de crimes non résolus, leur donnant des ressources pour continuer à chercher la vérité. Nous voulons que vous soyez président honoraire. » Blanchard fut profondément touché. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre sagesse, de votre expérience, et c'est un moyen parfait d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts. Alors oui, absolument oui. À la fin de la soirée, alors que tout le monde se préparait à partir, Thomas demanda à Blanchard s'il voulait dire quelques mots. Blanchard se leva, tenant le livre que Thomas avait écrit. « Je ne suis pas doué pour les discours, » commença-t-il, « mais je veux dire quelque chose. Il y a 15 ans, j'ai été appelé à une gare pour enquêter sur un meurtre sur un train. Ce que j'ai découvert cette nuit-là a changé ma vie et les vies de tous ceux dans cette pièce. J'ai appris que les secrets sont toxiques, qu'ils empoisonnent tout ce qu'ils touchent, que même les secrets gardés avec de bonnes intentions finissent par causer plus de douleur que la vérité, aussi difficile soit-elle. J'ai appris que les gens sont complexes, que nous sommes tous capables du bien et du mal, que même les meilleurs d'entre nous peuvent faire de terribles choix sous certaines circonstances, et que même les pires d'entre nous peuvent trouver la rédemption si nous avons le courage d'affronter nos crimes. Mais surtout, j'ai appris que la vérité est importante, qu'elle vaut la peine d'être cherchée, même au prix de notre vie. Pierre et Élisabeth Moreau sont morts en cherchant la vérité, mais leur sacrifice n'a pas été vain, parce que la vérité a finalement été révélée. La justice a été rendue, et tous ceux dans cette pièce vivent maintenant dans la lumière de cette vérité plutôt que dans l'ombre du mensonge. Alors je lève mon verre à Pierre et Élisabeth, à leur courage, à leur sacrifice, et à tous ceux qui continuent à chercher la vérité, peu importe le coût. Tous levèrent leur verre. À Pierre et Élisabeth. Après que tous furent partis, Blanchard retourna dans son jardin une dernière fois. Il regarda les étoiles, brillant clairement dans le ciel nocturne. Quelque part, le train de minuit faisait son voyage habituel entre Paris et Marseille. Quelque part, dans une prison, Jacques Morel se préparait pour une autre nuit de réflexion sur ses crimes. Quelque part, les enfants de Thomas et Sophie dormaient paisiblement, inconscients de la tragédie qui avait précédé leur naissance, mais porteurs d'espoir pour l'avenir. Et ici, dans son jardin, Blanchard sentait finalement que son travail était terminé. Il avait apporté la justice pour Élisabeth et Pierre. Il avait aidé les survivants à trouver un moyen d'avancer. Et maintenant, avec la fondation et le livre, leur histoire vivrait, enseignant aux futures générations l'importance de la vérité et le prix terrible des secrets. Il pensa une dernière fois à cette nuit de novembre 15 ans auparavant. Le train sifflant dans la nuit brumeuse. Élisabeth Moreau, morte avec son livre encore ouvert sur ses genoux, Jacques Morel tenant le couteau ensanglanté dans l'obscurité, et lui-même, arrivant à la petite gare de Fontaine-les-Bois, ne sachant pas qu'il était sur le point de résoudre un mystère qui s'étendait sur 15 ans et touchait tant de vies. « Le secret du train de minuit », murmura-t-il, répétant le titre du livre de Thomas. Oui, c'était un secret,
Mais maintenant, ce n'est plus un secret, c'est une histoire. Une histoire de meurtre et de mensonge, mais aussi d'amour et de rédemption. Une histoire qui mérite d'être racontée. Il rentra dans sa maison, fatigué mais en paix. Cette nuit-là, il dormit profondément, sans rêve du train de minuit, sans cauchemar de corps ensanglantés. Juste un sommeil paisible, le sommeil d'un homme qui avait fait son devoir et pouvait maintenant se reposer. Le lendemain matin, quand le soleil se leva sur son jardin de roses, Blanchard se réveilla avec un sourire. C'était un nouveau jour. Le passé était finalement en paix. Et l'avenir? L'avenir appartenait à des gens comme Thomas et Sophie qui avaient appris des erreurs de leurs ancêtres et étaient déterminés à vivre dans la vérité. Le secret du train de minuit n'était plus un secret. C'était une leçon que Blanchard espérait que le monde n'oublierait jamais. Voilà, chers auditeurs, comment se termine cette longue histoire. Le secret du train de minuit, une histoire de meurtre et de mystère, mais aussi d'amour, de sacrifice, et finalement, de rédemption. 15 ans après cette nuit fatidique, tous ceux qui avaient été touchés par ces événements avaient trouvé un moyen d'avancer, de transformer leur douleur en quelque chose de significatif. J'espère que ce récit vous a captivé et vous accompagnera vers un sommeil paisible. Si vous avez apprécié cette histoire, nous serions ravis que vous nous le fassiez savoir dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage à travers le mystère et la tragédie du train de minuit. Et si vous souhaitez nous aider à continuer de créer ces belles histoires pour vous, sachez que vous pouvez nous soutenir via le Super Thanks de YouTube. Il n'y a aucune obligation, aucun montant requis. Donnez simplement ce que votre cœur vous dicte, si vous en avez les moyens et l'envie. Mais même si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas contribuer financièrement, votre présence ici ce soir, votre écoute attentive et le like que vous pourriez laisser sur cette vidéo sont déjà des cadeaux inestimables pour nous. Merci infiniment d'être là. Bonne nuit à tous. Dormez bien, rêvez paisiblement, et rappelez-vous, la vérité, même douloureuse, libère toujours. Les secrets, même bien intentionnés, empoisonnent toujours. Vivez dans la lumière de l'honnêteté plutôt que dans l'ombre du mensonge. À très bientôt pour une nouvelle histoire.